Le bruit de 40 paires de bottes de combat frappant le sol de marbre en parfaite synchronisation résonne encore dans mes rêves. Mais laissez-moi vous ramener à l'instant où l'on m'a demandé d'attendre dehors, comme un colis de livraison indésirable, lorsqu'ils chuchotaient derrière leurs mains manucurées à propos de la fille de la charité qui, d'une manière ou d'une autre, s'était retrouvée au gala militaire le plus exclusif de Washington. D.C. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Et quand ces portes se sont ouvertes, quand 40 marines en uniforme de parade ont formé 2 lignes parfaites et ont salué, quand cette voix a retenti à travers la salle de bal silencieuse, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le général de division Valéry Rodier, récipiendaire de la médaille d'honneur. Les verres de champagne n'ont pas seulement cessé de tinter, ils se sont brisés sur le sol. Mon histoire commence dans un lieu que la plupart des gens ne voient que dans les films de guerre, les montagnes poussiéreuses et impitoyables d'Afghanistan, où l'air a le goût du sable et du regret, et où chaque lever de soleil pourrait être le dernier. Mais ce soir, je me tiens devant la grande salle de bal de l'hôtel Willard Intercontinental. Pourtant, une robe qui coûte plus cher que ma première voiture, j'écoute le garde de sécurité me dire pour la 3e fois qu'il doit y avoir une erreur. Madame, c'est un événement privé, seuls les invités sont admis. Ses yeux me scrutent de la tête aux pieds. Notant ma robe est noire, toute simple, mes escarpins bon marché. Mes cheveux que j'ai coiffés moi-même dans une salle de bain du Pentagone il y a 20 minutes. Tout en moi crie que je n'ai pas ma place ici. À travers les portes vitrées, je les vois. L'élite militaire de Washington, des épouses de sénateurs parées de diamants, des entrepreneurs de défense riant autour de bouteilles de vin à 700 €. Le gala des héros annuels, où l'on honore les meilleurs que l'Amérique a à offrir. J'ai une invitation, dis-je calmement. En sortant la carte dorée de mon sac, il y jette à peine un coup d'œil. Écoutez, madame, je ne sais pas comment vous avez obtenu ça. Mais y a-t-il un problème ici? La voix appartient à une femme qui semble sortir tout droit d'un magazine intitulé Comment dépenser la pension militaire de votre mari. Tout est signé par des créateurs. Des bijoux qui pourraient financer une petite guerre, et ce sourire particulier que portent les riches quand ils s'apprêtent à écraser quelqu'un qu'ils jugent inférieur. Madame Beaumont, dit le garde, se redressant soudain. Cette femme prétend avoir une invitation. Mais, oh, ma chère, la voix de Madame Beaumont dégouline d'une douceur artificielle. L'entrée du personnel est à l'arrière. Vous cherchez probablement le responsable du traiteur. Le silence s'étend entre nous comme un champ de mine. Je pourrais lui dire maintenant. Je pourrais expliquer que je ne suis pas venue ici en tant qu'aide embauchée. Je pourrais mentionner que l'invitation dans ma main est adressée au général de division Phi, Rodier, et que j'ai gagné le droit de me tenir dans n'importe quelle salle de cette ville. Mais je ne le fais pas. Parfois, l'arme la plus puissante est la patience. Il semble y avoir une confusion, dis-je à la place. Je vais peut-être attendre ici jusqu'à ce que ce soit réglé. Le sourire de Madame Beaumont s'élargit. Satisfaite, comme c'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui sait rester à sa place. Jacques, s'adresse-t-elle aux gardes? Assurez-vous qu'elle reste à l'aise ici dehors. Les portes vitrées se referment avec un léger chointement, me scellant à l'extérieur de leur monde parfait. Alors que je me tiens dans ce couloir de marbre, mon reflet me regardant depuis les murs polis. Je me souviens d'une autre fois où l'on m'a dit d'attendre dehors. C'était il y a 12 ans. J'avais 19 ans. Et je me tenais dans un bureau de recrutement à El Paso, Texas. Le sergent derrière le bureau avait la même expression que le garde de sécurité vient de me donner, comme si j'étais une gamine perdue qui s'était trompée de bâtiment. Vous êtes sûr de vous? Rodier. Le corps des marines. Ce n'est pas un camp d'été. Mes mains tremblaient en signant les papiers, mais ma voix était ferme. Oui, monsieur, votre famille sait que vous êtes ici. J'ai pensé à ma mère, travaillant des doubles shifts à l'hôpital pour mettre de la nourriture sur notre table après la mort de papa. J'ai pensé à mon petit frère Michel, assez intelligent pour l'université, mais trop fier pour accepter une bourse que nous ne pouvions pas compléter avec les frais de vie. Ils le sauront. Monsieur, ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà décidé que je ne serais pas une autre statistique du sud d'El Paso. Je n'allais pas être une autre fille enceinte à 16 ans, passant sa vie à se demander si j'allais être différente, quelqu'un dont on se souviendrait. La première fois que j'ai enfilé cet uniforme, il pendait sur moi
comme si je jouais à me déguiser dans la garde-robe de mon père. L'instructeur a jeté un coup d'œil sur moi, toute ma détermination d'1,64 m enveloppée dans un camouflage trop grand, et il a ri. Qu'est-ce que vous êtes censé être? Rodier. La nouvelle mascotte du corps. 13 semaines plus tard, j'ai terminé le camp d'entraînement comme major de ma promotion. Le même instructeur qui s'était moqué de moi a été celui qui a épinglé mon aigle, mon globe et mon encre sur mon col. Je me suis trompée sur vous, Marine, a-t-il chuchoté, tandis que les flashs des appareils photo crépitaient autour de nous. Ne laissez personne d'autre faire la même erreur. À travers les portes vitrées, je regardais Madame Beaumont tenir sa cour près de la fontaine à Champagne, racontant sans doute à ses amis l'histoire de la femme confuse laissée dehors. Leur rire traverse le verre comme des tirs d'artillerie lointains. Cela me rappelle un autre type de rire, celui qui résonne sur les parois des montagnes au milieu de nulle part. Afghanistan. J'avais 26 ans lorsqu'ils m'ont déployé à la base d'opération avancée Chapman, un ensemble de tentes et de barrières en béton qui représentait d'une certaine manière l'espoir américain dans un paysage qui engloutissait des empires depuis des siècles. Les marines masculins de mon unité n'étaient pas ouvertement hostiles, mais ils ne m'ont pas non plus déroulé le tapis rouge. Pour eux, j'étais une expérience, la tentative du Pentagone de politiquement correct dans une zone de guerre où le politiquement correct pouvait vous coûter la vie. Reste juste à l'écart, Rodier, m'a dit le lieutenant-colonel Henry le premier jour. Ce n'est pas l'endroit pour prouver quoi que ce soit. Mais la guerre se moque des opinions de chacun. C'était au cours de mon 3e mois là-bas que les renseignements ont intercepté des rumeurs d'une attaque planifiée sur une école de filles dans le village voisin. 37 enfants, âgés de 6 à 14 ans, suivaient des cours dans un bâtiment qui était autrefois une maison. Les talibans avaient déclaré que l'éducation des filles était un acte de guerre contre Dieu. La mission était censée être simple, entre évacuer l'école, neutraliser toute menace. Une opération standard qui aurait dû prendre 2 heures. Nous étions en position depuis 15 minutes quand tout a dérapé. L'explosion qui a détruit notre véhicule de tête n'a pas seulement dispersé du métal et du sable, elle a transformé notre opération soigneusement planifiée en chaos. Les communications radio sont tombées en panne. La fumée a envahi la vallée comme du brouillard. Et quelque part dans cette confusion, notre soutien aérien a reçu de mauvaises coordonnées. Rodier. La voix d'Henri a traversé le bruit. On a des civils coincés dans l'école, il faut les sortir avant la 2e vague. J'ai regardé le véhicule en feu, les marines à couvert derrière des rochers qui n'arrêteraient pas un moustique déterminé. Le bâtiment de l'école qui allait devenir une cible. Combien de temps avons-nous? 5 minutes. Peut-être moins. C'est là que j'ai pris la décision qui a tout changé. J'y vais. Rodier. C'est une mission suicide. Le bâtiment est encerclé. Alors, je ferai mieux de courir vite. Ce qui s'est passé ensuite, disons simplement que lorsque vous traversez des tirs ennemis pour sauver 37 enfants, vous ne pensez pas à être une femme, en marine, ou quoi que ce soit d'autre. Vous bougez, c'est tout. La première salle de classe était vide, mais j'entendais des pleurs venant de l'arrière du bâtiment, de petites voix parlant en pachto rapide, le langage universel de la terreur qui sonne pareil dans toutes les langues. Je les ai trouvés blottis dans ce qui était autrefois un placard de rangement. 37 pères d'yeux me fixaient comme si j'étais leur salut ou leur dernier cauchemar. Leur enseignante, une femme à peine plus âgée que moi, avait les bras écartés comme si elle pouvait tout les protéger. Américaine, a-t-elle murmuré. Marine, ai-je corrigé, me sentant immédiatement stupide. Oui, marine américaine. On va vous sortir de là. Faire traverser 200 mètres de terrain à découvert à 37 enfants terrifiés, pendant que des insurgés utilisaient de votre position pour s'entraîner au tir, n'est pas quelque chose qu'on vous apprend au camp d'entraînement. C'est quelque chose que vous apprenez quand l'alternative est de regarder ces enfants mourir. Nous nous sommes déplacés par groupe de 4. Je sprintais devant, dégager le chemin, faisais signe au groupe suivant. Sprint, dégager, signal. Sprint, dégager, signal. Lors de la dernière course, pourtant la plus petite fille, qui n'avait pas plus de 6 ans, une balle de sniper m'a touchée à l'épaule. L'impact m'a fait pivoter, mais j'ai continué à courir. Quand nous avons atteint le point d'extraction, les 37 enfants étaient sains et saufs. Leur enseignante pleurait. Henri me regardait comme s'il venait de voir quelqu'un marcher sur l'eau. Rodier, a-t-il dit doucement. Vous avez de sérieuses explications à donner dans votre rapport d'après-action.
Mais les explications sont venues plus tard, bien plus tard, debout dehors dans cette salle de bal. Je peux encore sentir les bras de cette petite fille autour de mon cou alors que je la portais en sécurité. Elle s'appelait Zara et elle est devenue médecin parce que quelqu'un a décidé ce jour-là que son éducation valait la peine de se battre. Madame Beaumont pense probablement que la chose la plus dangereuse à laquelle j'ai jamais été confrontée est un cours de yoga difficile. Le bruit à l'intérieur du gala s'intensifie. Quelqu'un prononce un discours sur le sacrifice et le service, sur les héros qui protègent que l'Amérique pendant que les braves gens dorment paisiblement dans leur lit. L'ironie a un goût amer dans ma bouche. Après l'Afghanistan, les papiers ont commencé à s'entasser sur mon bureau plus vite que je ne pouvais les lire. Lettres de recommandation, propositions de médailles, demandes d'interviews de journalistes qui voulaient raconter l'histoire de la marine féminine qui a sauvé l'école. Mais l'histoire qu'ils voulaient raconter n'était pas celle qui s'était réellement passée. Ils voulaient te parler d'autonomisation des femmes et de bris de barrières. Ils voulaient discuter de la manière dont mes instincts maternels s'étaient manifestés quand j'ai vu ces enfants en danger. Ils voulaient encadrer mes actions à travers le prisme de mon genre plutôt que de ma formation. Ça fait une meilleure histoire, m'a expliqué mon commandant quand je me suis plainte de la couverture médiatique. Le peuple américain a besoin de héros auxquels il peut s'identifier. Et si je ne veux pas être leur symbole, Rodier, vous ne choisissez pas ce que vous représentez. Vous choisissez simplement à quel point vous le représentez bien. Alors, j'ai dit oui aux interviews. J'ai souri pour les caméras. J'ai prononcé des discours dans des académies militaires et des conférences pour femmes. Je suis devenue le major Rodier, l'enfant prodige de ce que les femmes pouvaient accomplir au combat. Mais je n'ai jamais cessé d'être une marine. Les promotions sont venues plus vite après cela. Capitaine, Major, lieutenant-colonel, chaque nouveau grade apportait de nouvelles responsabilités, de nouvelles attentes, de nouvelles raisons pour les gens de chuchoter si je l'avais mérité ou si c'était juste le Pentagone qui essayait de faire passer un message. Embauche de diversité. J'ai entendu un colonel murmurer lors d'une réunion d'état-major. Action positive en uniforme. Un autre a acquiescé. Ils l'ont dit doucement, mais ils voulaient que je l'entende. Les portes vitrées s'ouvrent brièvement alors que quelqu'un sort pour passer un appel téléphonique et j'aperçois l'orateur au pupitre. Il parle de vaillance, de marines qui vont au-delà de l'appel du devoir, de héros dont les noms seront rappelés longtemps après que les guerres qu'ils ont combattues seront oubliées. Mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. Madame, nous sommes en retard d'environ 5 minutes. L'équipe d'avance est en position. Êtes-vous prête? Je jette un coup d'œil au garde de sécurité qui est maintenant plus intéressé par son smartphone que par s'assurer que je ne me faufile pas dans la fête. Madame Beaumont tient toujours sa cour près de la fontaine à champagne, probablement en train de raconter à ses amis l'amusing rencontre avec la dame du traiteur confuse. Je réponds par texto. Prête. L'histoire qu'ils ignorent commence il y a 3 semaines dans un bureau du Pentagone, dont la plupart des gens ont tant besoin d'un niveau d'autorisation qu'ils n'auront jamais juste pour savoir qu'il existe. Général de division Rodier. J'étais en train de regarder par la fenêtre la rivière Potomac, pensant à quel point ma vie semblait différente de l'extérieur par rapport à ce que je ressentais à l'intérieur. À 31 ans, j'étais la plus jeune femme marine à atteindre le grade de général de division. Les médias adoraient cette histoire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est combien de nuits j'avais passé à me demander si je l'avais mérité ou si j'avais simplement été au bon endroit, au bon moment avec les bons chromosomes. Oui, monsieur, le président souhaite vous voir. Pas le président souhaite vous rencontrer ou le président a requis un briefing. Le président souhaite vous voir. Comme en personne, le bureau ovale est plus petit qu'il n'y paraît à la télévision, mais d'une certaine manière plus intimidant que n'importe quel champ de bataille sur lequel j'ai jamais marché. Le président, un homme que je n'avais vu que sur des écrans et dans des journaux, s'est levé quand je suis entrée. Général de division Rodier, merci d'être venu. Monsieur le président, asseyez-vous. Je vous prie, nous avons quelque chose d'important à discuter. Ce qui s'est passé dans cette pièce reste dans cette pièce, mais je peux vous dire ceci. Quand je suis sortie 30 minutes plus tard, je portais une petite boîte bleue qui pesait plus lourd que tout mon équipement de combat. À l'intérieur de cette boîte se trouvait une médaille que seulement 307 personnes ont jamais reçue. Une médaille que la plupart des gens ne voient que dans les musées ou les documentaires militaires.
Une médaille qui vient avec une histoire si classifiée que même ma mère n'en connaîtra pas tous les détails avant encore 20 ans. La médaille d'honneur, il y aura une cérémonie, m'a expliqué l'assistant du président alors que j'étais assise, hébétée, dans le couloir à l'extérieur du bureau ovale. Mais d'abord, il y a autre chose que nous aimerions que vous fassiez. Le gala des héros n'était pas un hasard. Ce n'était pas une coïncidence que j'ai reçu une invitation à un événement où je savais que je ne serais pas la bienvenue. Ce n'était pas un accident que Madame Beaumont et ses amis me jugeraient sur mon apparence plutôt que sur mes réalisations. C'était un test, pas pour moi. Pour eux, nous voulons voir comment ils réagissent, a expliqué l'assistant. Avant la cérémonie officielle, avant la couverture médiatique, avant que tout le monde sache qui vous êtes, nous voulons voir comment l'élite militaire américaine traite un héros qu'ils ne reconnaissent pas. Alors me voici, debout dehors à leur fête exclusive, écoutant leurs discours sur l'honneur et le sacrifice pendant qu'ils laissent que la femme la plus décorée de l'histoire du corps des marines attendre dans le couloir comme un meuble indésirable. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un appel. Madame, nous sommes prêts quand vous l'êtes. À travers la vitre, je vois l'orateur terminer ses remarques sur les héros méconnus et la vaillance quotidienne. L'ironie est si épaisse que je pourrais la couper avec mon couteau K-bar. « Donnez-moi 30 secondes, dis-je dans le téléphone. Je lisse ma robe noire toute simple une dernière fois. Je vérifie mon reflet dans le mur de marbre poli. J'ai l'air exactement de ce que Madame Beaumont pensait que j'étais. Quelqu'un qui n'a pas sa place dans leur monde. Et peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je n'ai pas ma place dans un monde où les gens sont jugés sur leurs bijoux plutôt que sur leurs services. Peut-être que je n'ai pas ma place dans un endroit où les relations comptent plus que le caractère. Mais j'ai ma place dans le corps des marines. J'ai ma place parmi les hommes et les femmes qui risquent leur vie pour des gens qui ne connaîtront jamais leur nom. J'ai ma place dans la compagnie des héros, même si ces héros arrivent parfois en display aussi, dans des emballages qui ne correspondent pas aux jolies images que les gens ont dans la tête. Prête, dis-je dans le téléphone. La première chose que les gens remarquent, c'est le bruit. 40 paires de bottes de combat frappant le sol de marbre, en parfaite synchronisation, créant un rythme qui ne se contente pas d'atteindre vos oreilles. Il atteint votre poitrine et s'empare de votre battement de cœur, le forçant à suivre la cadence des guerriers en marche. Les portes vitrées s'ouvrent avec une force qui fait taire tout le monde dans la salle de bal en pleine conversation. Les verres de champagne s'arrêtent à mi-chemin des lèvres. Les rires s'éteignent dans les gorges. L'orateur au pupitre s'interrompt en plein discours sur l'héroïsme et le sacrifice. Parce que franchissant ces portes, en 2 lignes parfaites d'uniforme bleu de parade, qui représentent tout ce que l'Amérique défend, se trouvent 40 Marines, dont le dossier de service combiné ressemble à une histoire de tous les grands conflits des 2 dernières décennies. Et ils me regardent tous. « Madame », dit le marine en tête, sa voix portant à travers la salle de bal désormais silencieuse. « Par ici, s'il vous plaît. » Je m'avance entre ces 2 lignes de marines, des hommes et des femmes avec qui j'ai servi, combattent tout, saignés dans des endroits dont la plupart des gens ne peuvent prononcer les noms. Ils forment un couloir d'honneur qui mène directement au pupitre où, il y a quelques instants, quelqu'un prononçait des discours sur des héros théoriques. Le verre de champagne de Madame Beaumont glisse de ses doigts et se brise sur le sol de marbre. Le garde de sécurité qui m'a dit d'attendre dehors a l'air d'avoir une urgence médicale. L'orateur au pupitre fixe le cortège qui traverse son gala, comme si nous étions un mirage qui pourrait disparaître s'il cligne des yeux. Mais nous ne disparaissons pas, mesdames et messieurs. Une nouvelle voix retentit à travers le système sonore, une voix qui appartient au commandant du corps des marines. Un homme dont la présence à ce gala prend soudain tout son sens. Veuillez accueillir le général de division Valéry Rodier, récipiendaire de la médaille d'honneur pour son héroïsme extraordinaire en Afghanistan, où ses actions ont sauvé 37 civils et empêché une crise humanitaire internationale. Le silence dans la salle est si complet que l'on peut entendre le champagne goûter encore du verre brisé de Madame Beaumont sur le sol de marbre. Le général de division Rodier, poursuit le commandant, vient de rentrer d'une mission classifiée qui a empêché ce que les agences de renseignement qualifient de menace terroriste la plus significative sur le sol américain depuis le 11 septembre. En raison de la nature classifiée de son récent service, les détails de son héroïsme ne seront peut-être jamais pleinement connus du public. J'atteins le pupitre et me tourne pour faire face à la salle pleine de gens qui, il y a 5 minutes, pensaient que j'étais une employée de service.
La même femme qui m'a dit d'utiliser l'entrée de service me fixe maintenant comme si je venais de me matérialiser depuis une autre dimension. Le garde de sécurité qui a vérifié mon invitation comme si c'était une fausse carte d'identité a l'air de vouloir ramper sous la table la plus proche pour se cacher. Mais ce n'est pas leur choc que je me souviens le plus clairement, c'est le silence. Général de division Rodier, dit le commandant. En tendant la main vers le microphone, voulez-vous dire quelques mots? Je regarde la mère de visage. Sénateur, entrepreneur de défense, famille militaire, officiers de carrière qui ont passé des décennies à gravir les échelons du succès. Des gens qui mesurent la valeur en relation, compte bancaire et statut social. Des gens qui ont oublié que les vrais héros ne viennent pas toujours avec une annonce préalable. Merci, commandant. Ma voix porte clairement à travers le système sonore. Ferme et forte, je dois admettre. Cette soirée a été instructive. Quelques rires nerveux parcourent la foule. Quand j'avais 19 ans, je suis entrée dans un bureau de recrutement à El Paso, Texas, et j'ai dit à un sergent que je voulais être marine. Il m'a regardée comme si j'étais perdue, comme si je m'étais trompée de bâtiment, et que je finirais par m'en rendre compte. Je marque une pause, laissant cela s'imprégner. Ce soir, on m'a dit d'attendre dehors cette salle de bal, comme s'il y avait eu une erreur, comme si je m'étais trompée de bâtiment, et que je finirais par m'en rendre compte. Le silence est de retour, mais il est différent maintenant, plus lourd. La différence entre cette fille de 19 ans et la femme qui se tient ici ce soir n'est pas l'uniforme, le grade ou les médailles. La différence, c'est que j'ai appris quelque chose d'important pendant mon temps chez les marines. Je regarde directement Madame Beaumont, qui semble avoir rétréci de plusieurs centimètres depuis que les portes se sont ouvertes. J'ai appris que l'héroïsme ne concerne pas la reconnaissance. Ce n'est pas à propos d'être invité aux bonnes fêtes, de porter les bons vêtements ou d'avoir les bonnes relations. L'héroïsme, c'est faire ce qui est juste quand personne ne regarde, quand personne ne connaîtra jamais votre nom, quand la seule récompense est de savoir que vous vous êtes levé quand les autres ne pouvaient pas ou ne voulaient pas. Ma voix gagne en force. Les 37 enfants que j'ai aidés à évacuer de cette école en Afghanistan ne connaissent pas mon nom. La cellule terroriste que nous avons neutralisée il y a 3 semaines ne saura jamais à quel point ils étaient proches de réussir. Les familles américaines qui dorment en sécurité ce soir n'ont aucune idée de ce qui a été empêché en leur nom. Je marque une pause, laissant le poids de ces mots s'installer dans la salle. Mais c'est OK, parce que la mission n'a jamais été de chercher la reconnaissance. Il s'agissait d'être digne de la reconnaissance quand elle arrive. Les applaudissements commencent lentement. Des marines qui m'ont escorté, puis ils se propagent aux officiers en service actif dans la foule, puis aux familles militaires, et enfin, à contre-cœur, à tous les autres. Mais je n'ai pas fini. Cependant, je continue, et les applaudissements s'éteignent. Il y a quelque chose que je veux dire sur la reconnaissance, sur la manière dont nous traitons les gens quand nous pensons qu'ils ne comptent pas, sur la manière dont nous jugeons la valeur en fonction de l'apparence plutôt que du caractère. Madame Beaumont a l'air de pouvoir s'évanouir, parce que la vérité est que nous ne savons jamais à qui nous parlons vraiment. Cette personne que vous rejetez parce qu'elle ne correspond pas à vos attentes pourrait être celle qui se tient entre vous et le désastre. Cette femme que vous pensez ne pas appartenir à votre monde pourrait être la raison pour laquelle votre monde continue d'exister. Je regarde à nouveau autour de la salle, établissant un contact visuel avec autant de personnes que possible. Les marines ont une devise « Semper Fidelis », toujours fidèles. Cela signifie que nous sommes fidèles à notre mission, à notre cœur, à notre pays et les uns aux autres. Mais cela signifie aussi que nous sommes fidèles à nos principes, même quand c'est gênant, même quand c'est difficile, même quand personne d'autre ne regarde. Alors que je descends du pupitre, les 40 marines forment à nouveau leur couloir d'honneur, mais cette fois, alors que je marche à travers, quelque chose de différent se produit. Les applaudissements ne sont plus polis, ils sont tonitruants, ils sont sincères. C'est le son de gens qui réalisent qu'ils viennent d'assister à quelque chose dont ils parleront pour le reste de leur vie. Madame Beaumont s'approche de moi alors que j'atteins la fin du couloir des marines. Son visage est rouge, ses mains tremblent, et elle semble prête à pleurer. Général de division Rodier, je vous dois des excuses. Je m'arrête et la regarde, vraiment. Et je vois quelque chose que je n'attendais pas. Un remords sincère, Madame Beaumont. C'est ça. Oui, Madame, ce que j'ai dit plus tôt à propos de l'entrée de service, je n'avais aucune idée de qui vous étiez.
Cela aurait-il changé quelque chose si vous l'aviez su? La question flotte dans l'air entre nous comme un défi. J'aimerais penser que oui, mais honnêtement, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je dois m'excuser. Pas seulement pour ne pas vous avoir reconnu, mais pour vous avoir jugé avant de savoir quoi que ce soit sur vous. C'est la chose la plus honnête que quelqu'un m'ait dite de toute la soirée, Madame Beaumont. Savez-vous ce que je faisais 5 minutes avant que ces portes ne s'ouvrent? Non. Madame? Je pensais à ces 37 enfants en Afghanistan, à quel point ils avaient peur quand je les ai trouvés, à comment ils se moquaient que je sois une femme ou une marine ou quoi que ce soit d'autre. Ils voulaient juste que quelqu'un soit là pour les aider. Je m'approche d'elle. C'est ça, le vrai sens du service. Cela signifie se présenter pour les gens qui ont besoin d'aide, qu'ils puissent ou non vous rendre quoi que ce soit en retour. Cela signifie traiter tout le monde avec dignité, même quand vous pensez qu'ils ne peuvent rien vous apporter. Madame Beaumont hoche la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Je comprends, madame, et je suis désolée, vraiment désolée. Excusez acceptée. Mais plus important encore, leçon apprise. Oui, madame, leçon apprise. Plus tard dans la soirée, après les présentations formelles, les discours du dîner et les innombrables poignées de main et félicitations. Je me retrouve sur la terrasse sur le toit de l'hôtel, regardant les lumières de Washington. D.C. La cérémonie de la médaille d'honneur est prévue pour la semaine prochaine. Il y aura une couverture médiatique, des photographies officielles, des discours de personnes importantes sur le service et le sacrifice. Ma mère arrive d'El Paso. Michel. Maintenant, Dr Michel Redier, grâce à la GI Bill qui a payé ses études de médecine, sera là en uniforme en tant que chirurgien de vol de la marine. Mais ce soir, c'est juste moi. Les lumières de la ville et le souvenir de ces 40 marines traversant cette salle de bal comme s'ils en étaient les propriétaires. Parce qu'ils l'étaient. Nous l'étions tous. Chaque personne qui a jamais enfilé un uniforme et juré de protéger quelque chose de plus grand qu'elle-même possède chaque pièce dans laquelle elle entre. Que les gens dans cette pièce s'en rendent compte ou non, mon téléphone vibre, un texto d'un numéro inconnu. Madame, merci de nous avoir permis de faire partie de ce soir. Ce fut un honneur de servir comme votre escorte. Semper Fi. Je souris et réponds par texto. L'honneur était pour moi. Marine Semper Fi. Un autre texto. Celui-ci d'un numéro que je reconnais. Mon ancien commandant en Afghanistan. J'ai vu la vidéo. Quelqu'un l'a postée en ligne. Elle a déjà 2 millions de vues. Vous nous avez tous rendus fiers ce soir. Général. Je consulte la vidéo sur mon téléphone. La voici. Le moment où ces portes se sont ouvertes, la marche à travers la salle de bal, le discours que je n'avais jamais prévu de donner dans la section des commentaires. Les gens partagent leurs propres histoires d'être sous-estimés. De moments où la vérité a finalement éclaté, mais il y a un commentaire qui m'arrête net. Je m'appelle Dr Zara Ahmadi, je suis la petite fille que le général de division Rodier a portée en sécurité en Afghanistan il y a 13 ans. Je suis maintenant chirurgienne pédiatrique à Boston, à la femme qui m'a appris que l'héroïsme prend toutes les formes. Merci de m'avoir montré que le courage ne consiste pas à être sans peur. Il s'agit d'avoir peur et de faire ce qui est juste malgré tout. Je fixe ce commentaire pendant longtemps, me souvenant du poids de cette petite fille dans mes bras, du bruit des coups de feu résonnant sur les parois des montagnes, du moment où j'ai décidé que 37 vies valaient la peine de risquer la mienne. C'est là que ça me frappe. Ce soir, ce n'était pas vraiment à propos de prouver quoi que ce soit à Madame Beaumont, aux gardes de sécurité ou à quiconque dans cette salle de bal. C'était à propos de me prouver quelque chose à moi-même, que la fille de 19 ans qui est entrée dans ce bureau de recrutement à El Paso avait raison depuis le début, qu'elle pouvait être quelque chose de différent, quelqu'un dont on se souviendrait, et que parfois la révélation la plus puissante n'est pas de montrer aux autres qui vous êtes vraiment, c'est de se souvenir de qui vous avez toujours été. Une semaine plus tard, je me tiens dans le jardin des roses, alors que le président place la médaille d'honneur autour de mon cou. Les caméras tournent. La foule applaudit et quelque part dans le public, Madame Beaumont raconte probablement à tout le monde qu'elle connaît l'histoire de la nuit où elle a rencontré un vrai héros. Mais ce à quoi je pense, ce n'est pas la cérémonie, la médaille ou la reconnaissance. Je pense au bruit de 40 paires de bottes de combat frappant le sol de marbre en parfaite synchronisation. Parce que ce bruit, ce son magnifique, puissant, unmistakable, n'est pas seulement celui des marines en marche, c'est le son du respect gagné. Pas à pas, c'est le son des portes qui s'ouvrent. Celles qui n'étaient jamais censées s'ouvrir,
C'est le son d'une petite fille d'El Paso qui a décidé qu'elle allait être différente, quelqu'un dont on se souviendrait. Et surtout, c'est le son qui résonne longtemps après que le moment s'est passé, rappelant à tous ceux qui l'entendent que les héros ne viennent pas toujours avec une annonce préalable. Parfois, ils viennent dans des robes noires toutes simples, pourtant des invitations à des fêtes où ils ne sont pas censés appartenir. Parfois, ils attendent patiemment devant les portes des salles de bal, sachant que lorsque le moment sera venu, ces portes s'ouvriront. Et parfois, juste parfois, ils franchissent ces portes avec 40 marines à leur côté, prêts à montrer au monde à quoi ressemble la véritable reconnaissance. Le son de ces bottes résonne encore dans mes rêves. Mais maintenant, elles marchent vers quelque chose plutôt que de s'éloigner. Elles marchent vers un avenir où être sous-estimé n'est pas une insulte. C'est une opportunité. Vous savez, en me tenant ici ce soir, j'ai appris autre chose sur la reconnaissance. À propos des petits gestes qui signifient tout, si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que nous ne savons jamais à qui nous parlons vraiment. Il y a quelque chose que vous pouvez faire maintenant qui ne coûte rien mais qui signifie le monde pour moi. La plupart des gens écoutent et s'en vont. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des gens. N'est-ce pas? Vous êtes resté jusqu'à la fin. Vous avez entendu mon histoire. Ce petit bouton rouge d'abonnement en bas, presque personne ne clique dessus. Mais c'est la seule aide dont j'ai besoin de votre part. C'est gratuit. Ça prend 2 secondes. Et ça me dit que mon histoire comptait. Que partager ces moments de vérité en valait la peine. Tout comme ces marines m'ont soutenu quand ces portes se sont ouvertes, je vous demande de me soutenir. Un clic, c'est tout. Parce que chaque abonnement est quelqu'un qui dit « Je crois que ces histoires doivent être entendues. » Et peut-être, juste peut-être, la prochaine histoire sera celle de quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui attend devant ses propres portes, espérant que quelqu'un reconnaîtra qui il est vraiment. Serez-vous de ceux qui reconnaîtront? Abonnez-vous maintenant. Marchons ensemble vers l'avenir.